Est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez m'entendre? Bon, d'accord. La sécularisation au Québec. Vous aurez à pardonner mon français, que je ne suis pas un bilingue sans faute. Si je fais des fautes ou que je trébuche sur la machine de traduction, mes pronoms sont chat et GPT. Alors, fait allusion à l'artificiel. Seulement au Canada. Maintenant, on va en venir au point. Les organisateurs de ce sommet m'ont amicalement invité pour témoigner de l'histoire des libertés religieuses dans la vaste et singulière réserve autochtone, qui fut d'abord appelée Nouvelle-France, puis Province de Québec, puis Bas-Canada, puis Canada-Est, puis Province de Québec encore, et qui prendra peut-être avant longtemps le nom de la, la République socialiste laurentienne. Il existe une uniformité et une cohésion culturelle chez les Québécois francophones que l'on ne retrouve nulle part ailleurs au Canada, du moins à pareille échelle. Je dirais que nos comportements collectifs sont assimilables au mouvement fluide et instinctif d'un banc de poissons plutôt qu'un consensus négocié au, au sein d'une constellation de groupes distincts. En d'autres mots, l'histoire des institutions politiques au Québec semble avoir été prédéterminée par d'abord le fait français et deuxièmement l'Église catholique. Le rejet en bloc de l'Église à compter des années 1960 et la consolidation de l'identité collective autour du seul critère linguistique ont naturellement mené à la situation que nous connaissons aujourd'hui, soit celle d'une population démographiquement fragile, aux prises avec une forme modérée de complexe obsidional, païenne sans pratique culturelle vraiment marquée, hostile au monothéisme en général et au christianisme en particulier. Ne vous attendez pas de moi, cependant, l'apologie des rentiers de la haine comme le professeur Attaran de l'Université d'Ottawa ou Mme Elga Wabi, celle qui qui a fait la manchette cette semaine au sujet de l'islamophobie. N'attendez pas de moi non plus un exercice de Québec bashing, de critiquer le Canada, parce que le reste du Canada est en train de glisser sur la même pente funeste que le Québec, seulement quelques années plus tard ou derrière. Les montées épisodiques de fièvre de certains commentateurs canadiens anglais au sujet du prétendu racisme des Québécois occultent un phénomène nettement plus vaste dont j'aimerais vous entretenir maintenant. Alors, l'éléphant dans la pièce d'abord. Je crois que tous ici présents sont au courant de la loi sur la laïcité de l'État, connue aussi sous le nom de le projet de loi 21. Généralement parlant, cette loi québécoise interdit le port des signes religieux aux officiers de l'État qui sont en situation d'autorité. Le président, le vice-président de l'Assemblée nationale québécoise, les avocats et les procureurs de la couronne, les policiers,
des commissaires de tribunaux, les directeurs et enseignants au primaire et au secondaire. La loi 21 prévoit aussi des officiers municipaux aussi, comme des officiers en général, incluant les docteurs, les médecins, les officiers de la paix, ceux qui pourvoient des soins pour les enfants. Ils doivent exercer leurs fonctions avec leur visage à découvert. La loi est assortie aussi de clauses dérogatoires ou nonobstant qui font échec à certaines garanties de la Charte, notamment la liberté de religion et liberté de la discrimination ou de la non-discrimination. Et ceci pour une durée limitée de 5 ans. L'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement fleuve en 2021. Si vous êtes intéressé, c'est au moins 350 pages, c'est seulement en français. Alors, c'est une lecture très intéressante. J'espère que ça va être traduit, bien sûr, un jour. Alors, ça s'appelle HC, Acte contre le procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466. Alors, ça maintient la validité constitutionnelle de cette loi 21, à l'exception de certains articles bien précis qui touchaient surtout les commissions scolaires anglophones et les lois démocratiques, les droits démocratiques, pardon. Notez qu'aucune Église, ni association chrétienne, n'est intervenue dans le débat judiciaire. Ce que je qualifierais volontiers d'un manque de devoir. Le dossier est présentement en appel et on peut prévoir qu'il montera jusqu'en Cour suprême du Canada d'ici quelques années. Pour comprendre comment nous sommes arrivés au projet à ce point, laissez-moi remonter aux origines. Le peuplement intensif de la Nouvelle-France commence véritablement dans les années 1650, grâce aux ressources humaines de l'Église catholique. Ce sont des ordres religieux qui organisaient l'établissement des nouvelles populations sur le territoire. Ce sont eux aussi qui fondent, qui administrent les écoles, les hôpitaux, les autres composantes du filet social qui croîtra et perdurera pendant plus de 300 ans. Le véritable gouvernement au Québec était l'Église. L'autorité et l'expertise technique du proto-État québécois incluait la conception des infrastructures et l'optimisation des méthodes agricoles en fonction du climat et de l'environnement local. Si vous êtes intéressé à ceci, je vous recommande de lire Alexis Mayous, l'histoire de l'île aux Coudres. En 1759-1760, en pleine guerre des 7 ans, l'Angleterre a défait les troupes françaises au Canada et a pris le contrôle effectif d'un pays intégralement catholique et francophone. La quasi-totalité des élites politiques françaises sont retournées à la mère patrie, ne laissant qu'une poignée des leurs derrière, avec l'Église catholique. Le droit des nations, à l'époque, admet que les vaincus puissent être passés au fil de l'épée, réduits en esclavage ou même être déportés. Malgré quelques excès de zèle par ici ou par là, les Anglais ont opté, comme d'habitude, pour une avenue pacifique et économiquement avantageuse. Ils ont choisi l'Église catholique comme leur interlocutrice principale, à qui ils promettaient la liberté religieuse et linguistique aux Canadiens français, en échange du maintien de l'obéissance des Canadiens français à la couronne anglaise.
Alors, ce pacte sera scrupuleusement respecté jusqu'au milieu du 20e siècle. Les Canadiens français, et souvent même les Anglais, lorsqu'ils sont concernés, confient la résolution d'un grand nombre de litiges civils à l'arbitrage des notaires plutôt qu'aux tribunaux royaux. La tradition juridique française est ainsi temporairement placée à l'abri de l'influence de la common law. Quant au régime foncier, les conquérants maintiennent la tenure seigneuriale de l'ancien régime français, choisissant pour seigneurs locaux des nobliaux dociles lorsque les territoires ne sont pas déjà dans le patrimoine des ordres religieux. Alors, ce système d'origine médiévale ne sera remplacé qu'en 1866 avec l'avènement du Code civil du Bas-Canada, largement inspiré par le Code Napoléon. En résumé, quelques années seulement après la signature du traité de Paris en 1763, par lequel la France cède son territoire d'Amérique du Nord à la perfide Albion, les institutions politiques et sociales du Québec sont pratiquement formées et cristallisées pour les trois siècles suivants, avec l'Église catholique comme le centre nerveux. Le Canada français, jusqu'à la Révolution tranquille, n'a jamais été une ville sur la colline où cohabitent divers groupes confessionnels. C'était bien plus une appartenance à la Rome triomphante. Alors, l'institution de l'Église québécoise a atteint son maximum lorsque Maurice Duplessis était premier ministre. Le chef, comme il était appelé, il est mort en 1959 et l'Union nationale, Paul Sauvé, a vécu 112 jours comme son successeur. On devrait peut-être se ressauver comme Sauvé était le premier, le vrai Jean-Paul Ier. Sauvé, en fait, a été succédé par l'Union nationale, Antonio Barrette, ensuite par Jean Lesage, qui est considéré comme le père de la Révolution tranquille. Cette génération de politiciens qui a amené beaucoup de gens très connus comme René Lévesque, Pierre Bourgault, Paul Gérin-Lajoie, Georges-Émile Lapalme, Claude Castonguay, Jacques Parizeau, pour être un peu caractérisés ou nommés comme les enfants prodigues de l'histoire du Québec. Ils étaient évidemment des leaders charismatiques. Ils ont hérité une population jeune, robuste, avec une dette publique à zéro, avec une nouvelle infrastructure et une élite compétente, formée en sciences, en arts, en lettres et en ingénierie aussi. Ils ont sorti l'éducation et le système de santé loin de l'Église. Quelle aubaine ce serait éventuellement. Alors, ils ont fait mourir le cours classique, le curriculum, qui permet à l'élite canadienne-française de compétitionner avec les gens de l'Amérique, du Canada et de l'Europe, leurs collègues, et leur remplacer avec une chose lessivée, un peu laïcisée, ce qui est devenu le modèle du cégep aujourd'hui. Ils ont lancé des programmes sociaux qui, en fond, n'ont jamais fonctionné et qui auraient amené la province en faillite si ce n'était pas des paiements de péréquation. Ils ont sorti l'Église du complexe de l'État québécois. Alors, la décennie 1960 a été le théâtre d'une libéralisation rapide des mœurs des Québécois, qui ont abandonné massivement la pratique religieuse
et ont rejeté l'autorité morale de l'Église catholique. Mais pendant ce temps, l'Église catholique elle a produit un seppuku, je ne sais pas ce que c'est. Le Concile Vatican II, qui s'échelonne de 1962 à 65, s'est donné pour mission de réformer les dimensions rituelles et pastorales du catholicisme. Et malgré des documents fondamentaux relativement conservateurs, le Concile sera suivi d'une transformation radicale de la messe et de l'horizontalisation de l'approche du clergé à l'égard des fidèles. Le résultat attendu, soit le maintien de la foi et de la pratique religieuse au sein du courant de modernité qui souffre sur l'Occident, ne se matérialisera pas. Au contraire, l'autorité de l'Église en sortira minée. Les églises se videront graduellement, les sanctuaires, plusieurs pensionnats, des séminaires et même des offices les plus puissants du Vatican se sont transformés en clubs sociaux pour hommes gays et même en des endroits sécuritaires pour les prédateurs sexuels. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Je sais que vous avez lu les nouvelles. Vous avez vu les nouvelles de tout ce sujet, tout ce qui s'est produit. C'est suffisant de dire que les scandales en résulteront. Jusqu'à tout récemment, vont river les derniers clous dans le cercueil de l'Église catholique du Québec. Le catholicisme, de même que toute forme de religion organisée, sont non simplement délaissés, mais aussi absolument discrédités, rejetés par le public, dans l'œil du public. Maintenant, les années 70, 80, 90, on a vu bien sûr le soulèvement de la séparation et la classe indépendantiste. Et les débats collectifs ont mis beaucoup d'accent sur la séparation et l'indépendance, avec 2 référendums, un en 1980 et en 1995. En 1976, l'Assemblée nationale, la législature provinciale, a aboli la prière. En 1997, il y a eu une déconfessionnalisation des commissions scolaires avec un amendement constitutionnel. C'est seulement au début des années 2000 que la religion est revenue sous les projecteurs. Il y a eu, bien sûr, les événements de 2001 avec une grande crainte de l'islam, pas simplement au Québec, mais partout dans le monde occidental. En 2006, la Cour suprême du Canada il est venu surgit un cas qui venait du Québec. Il y a eu qui a été déterminé une accommodation raisonnable, ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. Je suis sûr que plusieurs sont au courant de ce sujet. Alors, c'est un jeune homme à l'école qui avait un kirpan qui était scellé, qui était porté en dessous. Alors la commission scolaire avait adopté une loi qui interdisait toute arme, dont. Alors là, il y a eu, une question de l'accommodation. Éventuellement, c'est allé à la Cour suprême. Ils ont dit, dans ce genre de situation, la commission scolaire doit équilibrer les droits des étudiants et avec les droits institutionnels et des droits des autres étudiants. Alors, il y a ce qu'on appelle une crise ou une situation des accommodements. Alors, on a compris ça comme un accommodement en tout temps. Alors, on a vu toutes sortes de choses
Il y a des interventions dans les médias, avec les politiciens aussi. Il y a eu il y a eu une crise des accommodements au Québec. Surtout parce qu'on voyait il y a- les Québécois, certains croyaient qu'ils se feraient envahir par des immigrants d'ailleurs, bien sûr. Alors en 2007, le gouvernement libéral de M. Charest a établi la commission Bouchard-Taylor et le sociologue Gérard Bouchard. Ils ont analysé toute la question. Ils ont eu des, des- des consultations publiques. Ça s'est produit pendant toute une année, dans 17 villes. Et le rapport a été publié en 2008. La recommandation principale a été un acte, une loi qui devrait être adoptée, qui forçait les magistrats, les procureurs de la couronne, les policiers, les gardiens de prison, et de même que le président et le vice-président de l'Assemblée nationale, de ne pas porter des produits ostentatoires, des symboles religieux. Alors, la suggestion a été faite aussi. On a, bien sûr, on a voulu descendre du Salon Bleu le crucifix à l'Assemblée nationale. Ça a été refusé par le, le- le crucifix serait seulement descendu. Il a seulement été enlevé en 2019 sous le gouvernement Legault. En 2012, avec la commission scolaire des Chênes, c'est SCC 7. Alors, des cours obligatoires avec les cours religieux, cours éthique et religion, n'étaient pas une menace contre les libertés religieuses et des familles, des étudiants, ceux qui avaient des valeurs profondes chrétiennes profondes. Alors, le simple fait que le programme exposait les étudiants au contenu, à la foi de d'autres cultures, d'autres groupes culturels, n'était pas, n'était pas une menace pour protéger cette loi-là. En 2015, il y a eu un mouvement laïque québécois en 2015, SCC 16. On a parlé de la prière au conseil municipal du Saguenay, qui a été mis au défi par la MLQ. Le concept de la neutralité religieuse a été, a été alors, ça vient d'une l'évolution d'une société canadienne. Ça vient de la liberté de conscience et religieux. Alors, ça a amené tout le concept de la neutralité, par lequel l'État ne doit pas interférer dans la religion et les croyances. L'État doit demeurer neutre à cet égard, ce qui veut dire ni favoriser ni encourager ou empêcher toute pratique, mais aussi garder une liberté de la non-croyance. Donc, la poursuite et l'idéal d'une société démocratique libre demandait encourager vraiment là, de participer librement, peu importe, à participer à la vie publique, peu importe la, 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 la liberté et les croyances. Alors, il y a eu, il y a eu une pression, un jugement. Maintenant, on veut, euh, on veut bannir tous les symboles de, en public, au complet. Alors, éventuellement, il y a eu la loi littéralement en 2019 et la solution francophone a été établie au Québec. Et c'est là où on en est maintenant. Ça ne régularise pas le travail des secteurs privés ou publics.
les petites entreprises. Et je m'attends à ce que le gouvernement, je ne pense pas que le gouvernement du Québec va aller jusque-là. Je pense pas que ça. Je sais que c'est pas une. C'est une mince consolation pour ceux qui sont dans la. euh, Moi, je vois très peu. J'ai pas beaucoup d'espoir parce que on va amener. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Bien sûr, on doit placer notre foi en Christ et dans les témoins de Jésus-Christ. Et si je peux faire une suggestion personnellement, Bob Dreyer il croyait l'option bénédicte, là, je ne sais pas de quoi il s'agit, de façon à. C'est une possibilité décente. De- 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 euh, Ce serait certainement intéressant, préférable pour des chrétiens de de se concentrer dans certains endroits géographiques et de prendre et de prendre possession des institutions locales. Il y aurait des élections, bien sûr, éventuellement. La clause va prendre effet dans la, la loi 21 et on devrait utiliser tous les droits que nous avons pour, évidemment, pour faire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.